Aujourd'hui, lorsque je rédige ces lignes, alors en train de savourer un plat au restaurant et avec l'aide d'un peu d'alcool, je laisse divaguer mon regard par la fenêtre et je vis dans ma chair, l'espace de quelques minutes, le véritable absurde camusien. Ayant découvert les ouvrages d'Albert Camus il y a ça plus d'un an, j'ai pu expérimenter avec lui l'absurde. Ce concept alors ne m'était donc pas inconnu. Mais aujourd'hui, il s'est révélé avec une intensité plus impactante. Ces appartements de style ancien, ces colonnes qui trônent sur la place et ces pavés jonchant le sol, aussi belles, travaillées et évocatrices soient ces constructions, le temps leur est tout de même compté. Les passants que je voyais défiler sous mon regard eux aussi, peu importe où ils se rendent, dans l'absolu, leur trajectoire n'a en réalité aucun sens et aucune importance. C'est ça le concept d'absurde chez Camus, et il en constituera d'ailleurs un cycle dans sa carrière littéraire. Chaque cycle est composé d'un roman, d'un essai et de 2 pièces de théâtre, qui illustrent le concept évoqué. Le cycle de l'absurde précède celui de la révolte, et s'en suivra celui de l'amour, qui n'a malheureusement pas pu être achevé à cause d'un tragique accident de la route qui lui coûta la vie. C'est donc sous forme d'essai qu'il a théorisé le concept de l'absurde dans le mythe de Sisyphe en 1942, et c'est l'ouvrage qui nous intéressera à ce jour. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. Camus débute ainsi l'ouvrage sans concession et souhaite évoquer la problématique du suicide, non pas sous le prisme d'un phénomène sociable, comme cela avait été beaucoup le cas jusqu'à présent, mais comme un acte motivé par la pensée individuelle et qui serait causé par la prise de conscience de ce qu'il nomme l'absurde, c'est-à-dire la prise de conscience du non-sens de la vie. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, nous dit Camus, et ainsi il dépeint l'homme comme cherchant véritablement une raison de vivre, mais ce faisant, ce dernier ne peut que se heurter qu'au simple silence du monde qui lui est douloureux. Douloureux, car l'homme en quête de sens ne reçoit pas ce qu'il attend du monde, c'est-à-dire une raison d'être. Tout cela commence par la propre prise de conscience de soi. Supprimons notre conscience de soi, la conscience de notre condition et celle de notre finitude, et tout de suite l'absurde et la souffrance qu'il occasionne disparaissent à la fois. C'est la prise de conscience de notre caractère éphémère au monde qui fait émerger la question du pourquoi. Pourquoi je suis et pourquoi continuer à être. L'absurde ne se trouve d'ailleurs ni dans l'humain ni dans le monde, mais dans la confrontation des deux. C'est un aller sans retour, une fois expérimenté, une fois conscientisé, il demeure. Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau, d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. C'est ce profond désir d'unité dans le cœur de l'homme qui est rompu par ce mal de l'esprit. C'est un divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, l'humain et le monde. Camus nous dit par ailleurs que le monde est par définition inhumain. Inhumain dans son sens littéral, il n'y a aucune substance qui relève de l'humain en lui. L'homme y est d'ailleurs étranger, il y interprète ou tente d'interpréter ce monde silencieux, il y vit, y évolue, y projette ses désirs selon ses modalités à lui, mais il y a une scission entre lui-même et ce monde qui ne lui est pas adapté. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions. Désormais plus lointain qu'un paradis perdu, l'hostilité primitive du monde à travers les millénaires remonte vers nous. Pour une seconde, nous le comprenons plus, puisque pendant des siècles nous avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions. Puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice, le monde nous échappe, puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont, ils s'éloignent de nous. De même qu'il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère, celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années. Peut-être allons-nous désirer ce qui nous rend soudain si seuls, mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. À ce stade, Camus propose alors 3 réactions possibles face à l'absurde. Soit le sujet se réfugie dans une religion ou idéologie qui donnerait un sens à sa vie et lui donnerait l'espoir d'une autre vie supraterrestre qu'il faudrait mériter.
Mais pour lui, il s'agit d'une tricherie, car ceux-là ne vivent donc pas pour la vie elle-même, mais pour les idées qui la dépassent, la subliment, lui donnent un sens, et donc la dénaturent, la trahissent. Soit le suicide, mais cet acte d'abandon refuse et réfute tout autant la vie que la première proposition. Alors Camus nous parle de révolte, une révolte métaphysique qui consiste à être pleinement lucide face à l'absurde, et enfin de l'accepter tel quel. Le rejet précédant l'acceptation, tout comme l'absurde, même s'il demeure, précède la révolte. Sisyphe est un personnage de la mythologie grecque dont les récits semblent variés et sont toujours très approfondis. Ici, je simplifierai donc à l'extrême. Il s'agit du fils d'Éole et d'Énératé, père d'Ulysse. Il est condamné par Pluton pour avoir osé enchaîner la mort, littéralement empêcher la mort de faire son œuvre. Les dieux n'ayant que moyennement apprécié cette embûche que Sisyphe leur avait causée, ils le condamnèrent alors à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, jusqu'à que celui-ci redescende de lui-même à cause de son poids, et ce châtiment lui devra être répété éternellement. Si Camus a choisi la figure de Sisyphe pour illustrer son essai, ce n'est pas un hasard, il va se servir de ce mythe pour appuyer son propos. Pour lui, Sisyphe est le personnage qui incarne le mieux l'absurde, d'abord pour avoir fait preuve de mépris envers les dieux, car trop attaché à la vie, il en refuse la perspective de la mort. Pourquoi vivre s'il s'agit de mourir, et donc, in fine, de ne rien pouvoir achever, ce qui est proprement absurde. C'est donc tout naturellement que le châtiment qui lui a été infligé est tout autant empreint d'absurdité, dans la mesure où celui-ci ne pourra jamais être achevé, est complètement inutile et vide de sens. Je crois qu'il n'y a pas de métaphore plus évocatrice entre le châtiment de Sisyphe et l'existence humaine, de par notre labeur semblable au sien, et dans l'absolu tout aussi insensé, nous portons avec lui cette pierre, tout en sachant que le but y est vain. Si ce mythe est tragique, c'est que son héros en est conscient. Où sera en effet sa peine si à chaque pas l'espoir de réussir le soutenait? Mais en réalité, pour Camus, la fin, le but n'a que peu d'importance. Ce qui importe n'est pas que Sisyphe atteigne la montagne avec sa pierre, mais paradoxalement, et c'est là que les choses prennent tout leur sens, c'est dans l'acte même de soulever le rocher que Sisyphe, s'il y trouve un sens à produire cet éternel et inconfortable effort, peut acquérir le bonheur. C'est dans la révolte, la pleine lucidité, la pleine conscience d'un but qui ne peut être réalisé que Sisyphe dit oui et épouse alors l'absurde et se réconcilie avec sa condition. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est avec cette formule que Camus clôt ainsi son essai, Le mythe de Sisyphe. Chacun, dans ce sens, cherche à faire de sa vie une œuvre d'art. Nous désirons que l'amour dure, et nous savons qu'il ne dure pas. Si même, par miracle, il devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être, dans cet insatiable besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elle ne dure pas.